Salut, ici Cathy Alexandra et vous écoutez le balado Rassemblons-nous. Donc aujourd'hui, pour un nouvel épisode, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Gabriela Rousseau, qui est coordonnatrice du secteur accueil au Cana. Donc salut, comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va bien toi? Ça va très bien, merci. Donc Gabriela, tout d'abord, parle-nous un peu de toi, de ton parcours, puis comment tu es arrivée au Cana. Alors voilà, moi j'ai 36 ans. Je suis au Canada depuis 2016. C'était ma deuxième expérience de travail dans la vie de carrière. Et il n'y a rien qui me prédisposait vraiment à travailler en immigration à l'origine. Moi, j'ai un background scolaire, académique, axé sur les langues et le développement durable. Alors moi, à l'origine, je m'en allais travailler à l'étranger, sauver le monde par des projets en environnement, tout ça. Okay. Et j'ai fait un stage à l'étranger et c'est vraiment le hasard qui m'a amené à travailler avec des nouveaux arrivants dans un organisme communautaire au Québec, à Joliette, le Crédil, qui est un organisme qui héberge un peu les deux, qui fait des stages à l'international, mais qui accueille des personnes réfugiées. OK. Alors moi, en ayant un poste d'intervenante dans cet organisme, j'ai vraiment, j'ai comme transité vers l'immigration, accueillir les gens qui arrivent ici. Dans cet organisme, c'est des réfugiés pris en charge par l'État, donc des gens qui sont vraiment pris en charge, là, des gens qui viennent des camps de réfugiés, qui sont démunis, qui ont besoin de tout, de l'accompagnement, tout, et qui s'intègrent dans des régions au Québec. Alors, c'est comme ça que j'ai connu vraiment l'accompagnement, les notions d'accueil, d'intégration. Je l'ai vécu, moi, en allant faire un stage à l'étranger, quand moi, j'essayais de m'intégrer dans un village en banlieue de Dakar, au Sénégal. Mais c'est de le voir ici au Québec avec des gens vraiment qui changent de vie, là. Moi, c'était un stage, un voyage, mais tu sais, des gens qui changent de vie pour des raisons de sécurité, des raisons de sûreté. C'était vraiment une illumination. En fait, waouh! C'est le fun d'aller faire la différence dans le monde, mais il y a tellement de choses à changer chez nous, tu sais. Alors, ça a été, c'est ça, une révélation pour moi et j'ai continué à cheminer en immigration sans aller faire de la formation telle quelle. Je l'exclus pas un jour peut-être là, d'aller faire soit un programme de formation dans le domaine, mais avec l'expérience que je bâtis petit à petit, puis avec la grande expertise avec des collègues avec qui je travaille. Au Cana, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, qui m'intéresse. C'est-à-dire l'immigration avec un grand I, là, c'est vaste, c'est complexe, c'est multiple, les profils des gens sont... C'est pas, on peut pas quantifier ça, documenter ça, c'est vraiment fascinant, puis intéressant, valorisant et stimulant. Puis je suis, c'est ça, au Canada depuis 2016. J'ai rentré comme intervenante et je faisais le travail de Clotilde, ma collègue qu'on a rencontrée tantôt, qui était intervenante dans les écoles. Puis ensuite, maintenant, moi, je suis surtout au bureau. Donc, c'est de l'intervention vraiment dans les gens qui viennent avec rendez-vous au Canada, qui ont besoin A, B, C, D. On les accompagne, on les oriente, on les réfère. On fait pas de prise en charge chez nous. C'est vraiment les gens qui nous formulent leurs besoins. Et on les accompagne dans la mesure de ce qu'on peut les accompagner, non soit en démarche d'immigration, mais d'installation, conseil, dans domaines très, 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 très divers. Et nouvellement, depuis 1 an, moi, je coordonne le secteur. Alors, en fait, je fais un peu d'intervention par-ci, par-là, mais c'est vraiment plus du soutien à mes collègues intervenants qui, eux, sont sur le terrain. En première ligne, orientation des services. Des fois, on peut pas répondre à tout le monde. Des fois, on peut augmenter notre offre de services, être au courant des besoins du terrain, de ce qui se passe dans les ententes, les partenariats. Il faut toujours être un peu à l'affût de ce qui se passe, de ce qui se trame, les annonces. Tu sais, nouvellement, les demandeurs d'asile ont eu gain de cause et on va avoir accès aux places dans la garderie subventionnée. Okay. Ça, c'est live maintenant, là, genre la décision a tombé cette semaine. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens nous arrivent avec des questions.
Si moi, on n'est pas au courant de ces informations-là et si on ne va pas à l'avant pour chercher, OK, qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Vers où on les oriente? Alors, les gens, ils viennent à nos portes là, avec ces questions-là. Alors, c'est ça. C'est d'être agile dans les grands mouvements, encore une fois, de ce qu'est l'immigration au Québec et au Canada aussi. Au Québec, il y a la particularité des deux paliers de gouvernement qui, des fois, sont pas tout le temps sur la même longueur d'onde ou des informations qui arrivent d'un, de l'autre. Et selon la catégorie d'immigration, c'est pas les mêmes implications. De là, la complexité de l'immigration, il y a des formations qui existent pour ça. Alors, nous, on fait ce qu'on peut avec l'information qu'on a. Et c'est ça. Et c'est d'être au fait le plus possible de ce qui se trame, de ce qui se passe. On n'a pas de service juridique non plus. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre un peu. Les gens ont souvent besoin de conseils plus. Puis, c'est là qu'on est limité. Le secteur communautaire est Est-ce que vous pouvez les limité. référer? Mais c'est un peu les efforts qu'on essaie de faire. Les services juridiques étant débordés à droite et à gauche, mais on essaie de les orienter effectivement sur les différentes avenues, les sensibiliser aussi sur les risques des services légaux ou illégaux. Il y a en ce moment le barreau de Montréal qui est en campagne de sensibilisation sur les faux avocats. Fauxavocat.com, c'est ça, je pense, le nom du domaine. Puis c'est... Et surtout dans ce secteur-là, il doit en l'immigration, avoir mais c'est ça, l'exploitation de la naïveté des gens, les avocats frauduleux qui prélèvent des frais incroyables et qui répondent plus, ou qui font des jobs bâclés, ou qui donnent la mauvaise information, la fausse information. Il y a beaucoup de cas de figure. Et nous, on en entend parler des fois un peu des gens qui nous arrivent des aberrations, et c'est de là l'idée de faire de la sensibilisation au niveau du barreau, puis nous, on diffuse ça, on essaie d'inculquer aux gens de faire attention, de où se renseigner pour... S'il y a une recherche facile à faire sur Internet, si tu mets le nom de l'avocat en question, il va te le dire si c'est un bon ou s'il est enregistré ou pas. Mais est-ce que justement, est-ce que vous êtes quand même renseigné sur, mettons, cette personne-là, on sait que c'est frauduleux ou telle affaire? Est-ce que vous avez... on n'a pas de... Il y avait une époque où on tenait une genre de petite blacklist, là, mais maintenant, on voit tellement de gens, il y a tellement de réseaux d'avocats, il y a l'ordre et des associations, c'est complexe, alors non, on ne se tient pas à jour de ça. Mais est-ce que vous avez le droit de conseiller, aller voir telle personne ou tel organisme? Mais nous, on le fait pas. Nous, on le fait pas, justement parce que les avocats, ultimement, c'est des services privés. Alors, on les réfère plus, mettons, vers la clinique juridique de l'Université de Montréal, pro bono, ou vers l'aide juridique de façon générale, mais pas vers des cabinets privés, pas vers des avocats privés, parce que peut-être des places le font, mais nous, consciemment, on ne le fait pas parce que c'est de préférer des services privés versus un autre, puis là... Il pourrait être comme conflit d'intérêts. Quelque chose comme ça. Alors, je pourrais pas le nommer mieux que ça, mais c'est d'office, on réfère pas vers des avocats en particulier, plus vers des instances, des organisations qui ont réputation de donner des bons services, là, mais pas des avocats précis. OK, parfait. Puis, en fait, toi, qu'est-ce qui t'a fait choisir le CANA? Puis, je voulais te demander aussi, comme j'ai demandé à tout le monde, qu'est-ce que le CANA signifie pour toi dans ta vie? Comment je suis arrivée au Canada? Je cherchais de la job, tout simplement. C'est quand j'ai quitté l'autre à Joliette. Il y avait un changement de vie, copain, appartement, blabla. Alors, je cherchais un job sur l'île de Montréal. Puis, c'est tout. J'ai postulé, Cana m'a répondu, j'ai été embauchée, puis tout ça. Fait que ça a été... Je cherchais pas le Cana spécifiquement, mais je cherchais immigration et scolaire. Déjà. Et c'est ça. Alors, je suis au Canada depuis décembre 2016. Et qu'est-ce que le Canada représente pour moi? C'est des opportunités d'apprendre, de connaître, d'être en contact avec un milieu c'est ça, je l'ai dit tantôt, l'immigration, je cherche à en connaître plus. Alors, pour moi, le Canada offre ça, de connaître plus comment fonctionne le monde, comment fonctionne le système des yeux, en accompagnant les gens, je fais un peu ça, tu sais. Parce qu'on touche à tout. L'immigration, c'est transversal. L'immigration, c'est pas un domaine. Les immigrants touchent la santé, touchent l'école, touchent l'emploi. C'est des gens qui ont besoin de tout dans la société. Alors, c'est une façon de voir tout, de comprendre tout. Et c'est ça qui est exigeant un peu dans notre travail, c'est qu'on doit être un peu expert en tout
Mais ça doit être vraiment enrichissant de la façon que tu en parles, en tout cas. Tout à fait, exactement. Alors, ce que ça représente pour moi, ben c'est ça. C'est un travail, j'aime beaucoup ce que je fais, mais c'est surtout aussi des opportunités. Et le Cana est un employeur très flexible, très permissif, c'est pas le bon mot, mais formation toujours possible. Puis, c'est ça, qui bénéficie d'une belle crédibilité aussi sur Montréal, dans le réseau des organismes. Je peux prétendre ça un petit peu quand même, mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment plus qu'un employeur, c'est des opportunités, puis une équipe de travail super, avec une direction tout à fait là pour la mission de l'organisme. Alors, c'est ça. Qui est important. Dans le communautaire, c'est important de jamais perdre la mission de l'organisme, de ne pas vouloir croître pour croître. Ouais. On croit, mais dans les bonnes façons, puis avec des programmes pertinents pour notre clientèle, pour nos participants et tout ça. Fait que le Cana, pour moi, c'est une instance qui est totalement pertinente. Et l'immigration, ça ne va nulle part. Là. Les gens, ils ont besoin ça ne peut que grandir et Montréal, les gens, il y a besoin d'organismes comme le nôtre. Parfait. Le Canada est un excellent exemple à suivre. Puis, en fait, justement, je voulais savoir, toi, quel est ton rapport avec l'immigration? C'est une grande question. Tu peux répondre comme tu veux, mais... pas... Bon, déjà, mon prénom, Gabriela. Ma mère est mexicaine. Mais je suis née au Québec. J'ai vécu toute ma vie au Québec. Je n'ai jamais vraiment vécu ailleurs. L'immigration, je l'ai nommé un peu tantôt, est venue par hasard dans mon cheminement. J'allais dans autre chose et là, ça m'habite de par les expériences que j'ai vécues, de par les gens que je côtoie dans mon travail. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionné? Mais non. Non, même non, pas? Non, c'est arrivé, comme je dis, c'est arrivé par... Mon Dieu, j'étais au Crédit en 2013. Donc, l'université finie, l'école finie et tout, et c'est ça, par hasard que c'est là que j'ai rencontré les réfugiés qui faisaient la file d'attente pour le bureau à côté de moi. Moi, je travaillais sur autre chose, puis je les voyais assis dans le corridor, qui attendaient pour venir faire des papiers, des choses comme ça. Ils parlaient pas français, les gens, puis il y avait des papiers, puis ils attendaient. Je suis comme, Puis, alors, c'est vraiment venu comme une curiosité. Puis, j'ai juste bénéficié d'un départ à l'interne. Alors, j'ai pris la place de quelqu'un parce que c'est une opportunité de travail, tout simplement, et que j'aimais l'organisme et tout ça. Alors, j'ai baigné dans quelque chose de nouveau du jour au lendemain. Et j'ai bâti une expertise comme ça, une expérience comme ça. Ça me vient peut-être intuitivement, mais parce que je parle 3 langues, déjà l'anglais et l'espagnol. Puis, je sais pas, connaissance géopolitique de comment un peu la conscience humaine de c'est peut-être les sciences sociales, j'ai ça en moi quelque part aussi. On pourrait dire que je viens d'un background en sciences sociales plus que sciences nature. Ça met déjà peut-être un peu la table. Mais je sais pas, ça m'est venu humainement, l'intérêt, puis tu commences, tu creuses, tu commences, tu creuses, tu commences, tu creuses, puis c'est ça. C'est vraiment devenu comme un intérêt de façon générale. Puis dans le personnel, est-ce que avec ta mère, elle avait des discussions avec toi par rapport à l'immigration ou c'était non, c'est ça? Ça m'est pas venu, c'est ça. Je le mentionne très rarement parce que ça a vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Tu sais. C'est les langues, peut-être plus l'intérêt vers les langues. L'espagnol serait plus une langue avant l'anglais dans la pratique puis dans la fluidité, mettons, de la langue. Mais d'emblée, c'est pas lié. Non, ma mère reste une personne qui s'est francisée très rapidement, puis nous, on vient de la région de Québec, alors c'est pas une femme qui a baigné dans un réseau de femmes issues du Mexique non plus, qui a pas de... c'est ça, on est... alors, c'est pas tant de mon... C'est pas de sang ni de mon enfance, en fait. C'est vraiment venu comme ça. Mais comment, en fait, je pose cette question-là à tout le monde parce que, et je le redis, pour moi, je crois à la diversité